Il est 21 h à Yaou et à Vieille-Claude. Bonsoir à tous et bienvenue à Troisième Mi-temps, votre émission de débat sportif sur RTI2. Nos amitiés à Sébastien Ognien et à son épouse qui nous suivent en ce moment même. Je suis en compagnie de nos différents consultants. Tchétché Aimé, bonsoir. Bonsoir Samuel. Vous allez bien? Très très bien, merci. Également avec lui, nous allons dire bonsoir à Charles Dago. Bonsoir. Bonsoir Ahmed. Et également à Magloire Diop. Bonsoir. Bonsoir Samuel. Merci beaucoup à vous, messieurs, d'être là. Ce soir, il sera encore question de l'élection à la tête de la CAF, bien entendu. Le président est désormais connu. La FIFA est-elle véritablement au pouvoir? C'est ce dont nous allons parler. Et sans grande surprise, d'ailleurs, vous le savez, le scénario préparé en haut lieu s'est enfin réalisé. Le Sud-Africain Patrice Motsepe a été porté au sommet de la pyramide du foot africain par, naturellement, acclamation le 12 mars dernier. À Rabat, les masques, on peut le dire, sont tous tombés pour confirmer toutes les rumeurs qui, justement, donc s'élevaient autour de cette affaire. Suivons l'analyse de notre très cher Salif Ouattara. La course pour la conquête du fauteuil présidentiel de la Confédération africaine de football s'est achevée par la volonté d'un seul homme, Gianni Infantino, et de son système, la FIFA. Cette thèse fait aujourd'hui couler pas mal d'encre et dirige les débats dans les salons des plus feutrés au moins meublés de l'Afrique. Les grands sourires affichés sur les récentes photos prises avec Gianni Infantino montrent pourtant tout le contraire de cette thèse. Et si finalement les Africains eux-mêmes étaient heureux de cette issue? Et si le partage du gâteau arrangeait finalement tout le monde? La FIFA a-t-elle eu le nœud creux en organisant le pacte de Rabat? Avant même l'élection du 12 mars, à Rabat, les postes ont été distribués. Même la stratégie pour le vote était déjà connue. Le Sud-Africain Patrice Motsepe, unique candidat, est élu par acclamation. Le Sénégalais Augustin Senghor et le Mauritanien Ahmed Yahya, désignés automatiquement vice-président de la CAF, et l'Ivoirien Jacques Anouma, le plus expérimenté, devrait être fait conseiller spécial du président Motsepe, mais sa nomination n'est pas encore intervenue. Le plan a tellement bien marché qu'un autre verrou a été levé, permettant à d'autres acteurs cachés du deal d'être récompensés avec des postes de vice-président comme le Camerounais Seydou Mbombo-Njoya. Mieux, Véron Moussango Omba, l'homme de main de Gianni Infantino, hérite d'un Marocain important, le secrétariat général de la Confédération africaine de football. Tout est bien qui finit bien. Si le pacte de Rabat a un si grand succès, une lecture s'impose à l'opinion sportive. Que fait Véron Moussango Omba à la Confédération africaine de football? Motsepe aura-t-il le temps nécessaire pour veiller sur la maison CAF comme il l'entend? Le Sud-Africain Motsepe va-t-il accepter d'être une marionnette? Infantino a-t-il définitivement pris le pouvoir à la Confédération africaine de football? Messieurs de la troisième mi-temps, la parole est à vous. Et oui, Salif Ouattara, la parole est bel et bien donc à nos différents consultants. Il faut le savoir, avec cette élection à la présidence de la CAF, on est tenté de se poser encore une fois cette question. Élection à la CAF, la FIFA au pouvoir, oui ou non, on en saura plus avec nos différents consultants. Messieurs, alors voici, on peut le dire, hein, l'affaire est définitivement bouclée avec Motsepe qui prend donc les rênes du foot africain pour ce monsieur relativement peu connu dans le milieu sportif. On peut dire que voilà, c'est chose faite. Ben, ces choses faites, Samuel, c'était attendu son élection. Il était candidat unique, donc conformément aux dispositions statutaires de la Confédération africaine de football, il a été élu par acclamation. Donc son élection ne souffre d'aucune irrégularité, mais c'est la manière dont tout ce qui s'est passé avant cette Assemblée générale élective qui vraiment donne lieu à beaucoup de commentaires. Et vraiment, le protocole de Rabat, à mon avis, est venu un peu ternir cette élection de M. Patrice Motsepe. Vous savez, c'est une élection terne, une élection sans saveur. Et comme vous le savez, avec sans péril, on triomphe sans gloire. On espère que ces 4 années de mandat de M. Patrice Motsepe, il saura vraiment les mettre à profit pour redorer son blason qui est, il faut le dire,
vraiment ternie actuellement sur le continent, en tout cas dans le monde du football. Et donc, confondre tous ces détracteurs dont j'ai fait partie. Alors, Charles Dago, justement, plusieurs en parlent avec un pincement. Est-ce qu'on peut parler d'un match remporté par consensus? Est-ce que le consensus fait partie des termes, sinon des règlements de la CAF ou de ce qu'on appelle la démocratie? Moi, je dirais, ou bien du monde du football. Je dirais non, ce n'est pas une vertu que nous cultivons au niveau du sport. Ce à quoi nous sommes habitués sont les élections. Et là, aujourd'hui, avec ce consensus-là, ce soi-disant protocole d'accord de Rabat, on est arrivé à un consensus qui, à mon sens, n'en est pas un réellement. Parce que, voilà, aujourd'hui, on a un président, oui, un grand président, élu à l'unanimité, dirait-on, mais un président qui a été proposé par Gianni Infantino et pour lequel les autres ont désisté. Vous voyez? Et donc, pour moi, est-ce que ça, c'est ça qu'on appelle un consensus? Non. Le consensus aurait bien voulu que les uns et les autres s'asseyent, qu'ils échangent durablement et qu'à la fin, tous les 4 candidats, vraiment à l'unanimité, se disent que le projet porté par Patrice Motsepe était le meilleur. Et donc, pour ce faire, il serait intéressant d'un commun accord, de pondre un communiqué de part et d'autre pour dire que voilà, nous associons au projet de Patrice Motsepe pour conduire les destinées du football africain. Mais ce n'est pas ça. Nous avons vu des présidents se rétracter à la suite de la volonté de certains présidents des nations. Et donc, pour moi, il y a eu la géopolitique, la géostratégie. Et une grosse ingérence. Une grosse ingérence de la FIFA. Il y a eu même la diplomatie dans cette histoire. Et donc, pour moi, non, je ne parlais pas de consensus. Voilà, un président qu'on nous a imposé dans une certaine mesure. Aimé Tchétché, vous, à votre niveau, comment percevez-vous justement ce sacre de Motsepe? Vous appelez ça un sacre? Oui, bon, on va l'accepter comme ça. D'accord. Parce qu'il y est, hein, finalement. Si vous voulez, pour moi, c'est quelque chose de dangereux auquel on a assisté là. Oui, ça ressemble un peu au partage de l'Afrique au temps colonial. Malheureusement, nous avons décidé d'aller dans l'histoire à reculons. Et ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, je le dis et je le répète, je l'ai dit plusieurs fois ici, sur quelle base on a choisi Motsepe pour diriger la CAF. Sur quelle base? Sur quelle base? Voilà. Pourquoi pas Jacques Anouma? Pourquoi pas Senghor? Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? C'est son programme? On n'en sait rien de son programme. Ah, jusqu'à aujourd'hui. Voilà. On n'a que les grands axes. On n'a que les grands axes. Et ça paraît encore flou pour bien de personnes. Mieux, les présidents de fédération qui devaient le lire n'ont jamais eu cette information. On a appelé juste 5 mecs à Rabat, discuter entre eux, se partager les postes, et puis basta. C'est triste pour l'Afrique. C'est triste pour l'Afrique. Est-ce que justement cette façon d'accéder au pouvoir, donc, est-ce que Motsepe n'est pas en train, donc avec cette façon-là d'accéder au pouvoir, de marcher dans les pas pratiquement d'Ahmad Ahmad? Le scénario est similaire. Le scénario est similaire. Parce qu'en 2017, le président Ahmad, le Malgache, a été pratiquement élu de cette façon, seulement que il avait au moins eu à affronter dans les urnes le président sortant, Issa Hayatou. Mais cette fois-ci, on n'a même pas voulu que le jeu électoral se déroule. Le président de la FIFA s'est impliqué personnellement. Il a parcouru tout le continent. Il a fait campagne pour Patrice Motsepe, pour que, non seulement il a fait campagne pour lui, mais il a tout mis en œuvre pour que tous les autres candidats se retirent. Et ça, cette façon d'accéder à la présidence de la CAF, elle est pratiquement inédite. On peut tout dire ce qu'on veut de Issa Hayatou, mais quand il a été élu en 1988, je crois que c'était encore au Maroc, mais c'était une véritable révolution dans le football africain, parce que jusque-là,
la CAF était une affaire des pays fondateurs et là, Hayatou est venu vraiment rebattre les cartes. Il est resté au pouvoir pendant 29 ans. On a eu vraiment à décrier cette manie-là de vouloir s'éterniser au pouvoir. C'était là son plus gros péché. Mais pour ce qui concerne Patrice Motsepe, je peux le dire, je ne sens pas aujourd'hui un président heureux. J'ai assisté un peu, disons, à la télévision, les reportages qui ont été faits. J'ai regardé un peu le body language de M. Motsepe et ça avait vraiment l'air de quelqu'un qui n'était pas vraiment heureux d'être là. Qui ne porte pas encore bien la veste, on peut le dire. Qui ne porte pas bien la veste et je n'ai pas senti vraiment quelqu'un dessus, quelqu'un même qui se sent dans son assiette. Apparemment, il est dans un univers qui est tout nouveau pour lui et je le sens même un peu agressif. Par exemple, il y a eu, lors de la conférence de presse, une question sur la périodicité de la CAN, mais il a répondu de façon sèche au journaliste qui a posé la question. Et ça, c'est pas bien. Et il est dans ses premiers pas, on peut le lui concéder? Mais non, mais on ne peut pas le lui concéder parce que quand on accède à ce niveau de responsabilité, c'est qu'on sait pourquoi on est là. Quand on dit que la CAN doit se tenir 2 ans, on ne doit pas se contenter de dire oui, la CAN se tiendra chaque 2 ans et puis point final. Non, ça, ce sont des façons de diriger que nous dénonçons aujourd'hui parce que cela participe de la dictature. Ça, ce n'est pas bien. Quand on a une idée, il faut expliquer son idée. Il faut dire pourquoi. Mais on le sentait déjà sur les nerfs parce que le journaliste a simplement posé la question. Alors, donc, je ne sens pas un président heureux et j'espère que le temps va jouer un peu pour lui pour qu'il puisse vraiment bien porter la... Est-ce que vous partagez l'avis de justement Magloire Diop et dire que bon, déjà, avec Motsepe, on n'y voit rien de bon. Est-ce qu'on regrette aussi l'ère Hayatou? Finalement, est-ce qu'il ne faut pas craindre que les mêmes causes puissent produire les mêmes effets? Déjà, Ahmad a battu dans les zones Issa Hayatou. Ça, c'était un fait qui n'est pas similaire à ce soi-disant consensus. Voilà, donc pour moi, ce n'est pas la même chose. Même si, quelque part, on sent toujours la main du même Infantino orienté Patrice Motsepe à la tête de la Confédération africaine de football. Mais à côté de cela, il faut ajouter la volonté des 4 autres candidats de se retirer. Ça aussi, il faut le souligner. On n'en parle pas assez. Oui, on n'en parle pas assez. C'est facile de dire, quand on dit, bon, Infantino nous a imposé quelqu'un, tout et tout, oui. Mais on avait Jacques Anoma qui était candidat. On avait Senghor. Et on avait Yaya. Tous ceux-là qui étaient candidats. Et ils sont parvenus, je ne sais pas s'il faut dire ils sont, mais dans une certaine mesure, Infantino est parvenu à les convaincre de ce qu'ils prennent fait et cause pour Patrice Motsepe. Mais nous, on avait dit clairement pourquoi. Ils auraient dû aller au bout pour moi. Pourquoi aujourd'hui on puisse dire qu'effectivement, Patrice Motsepe est un bon président ou est un mauvais président? Parce que pour moi, il y a 2 raisons fondamentales pour lesquelles il est président aujourd'hui. 1, parce qu'Infantino l'a proposé, et 2, parce que les autres candidats se sont retirés. Si ce n'était pas retiré, aujourd'hui, on n'en serait pas là. Mais c'est surtout même lors de sa présentation, il n'y avait pas cette ferveur-là même dans la salle. Je ne sais pas si vous revoyez encore le scénario, le film, mais il n'y avait pas d'applaudissements. C'est-à-dire l'applaudimètre n'était pas au sommet. C'était suscité pratiquement. C'était tellement suscité que... C'était la preuve que voilà, les autres n'étaient pas contents. Voilà. Toutes les fédérations, les 54 fédérations, plus ou moins n'étaient pas très heureuses. On se pose la question quand même, est-ce qu'on peut imposer quelque chose à 54 présidents de fédération? Oui, voilà, c'est ce qui est fait. Voilà pourquoi je le dis, ça ne l'a pas intéressé, lui-même l'a dit. De prime abord, ça ne l'a pas intéressé. Après, on lui a demandé d'être candidat. Donc c'est contre sa volonté, dans une certaine mesure, qu'on envoie à la tête de la fédération. C'est pour ça que, à la confédération, c'est pour ça que moi, je suis un peu gêné du retrait de Senghor et Jacques et autres. Ils auraient dû aller jusqu'au bout. Pourquoi ils se sont retirés? C'est tous ceux-là qui ont participé à, si tu veux, à ce que Aimé appelle ce reculon de l'Afrique. Voilà, parce que pour moi, il y a un moment donné, il faut pouvoir montrer aux gens qu'on refuse qu'on nous infantilise. C'est ça aussi être responsable. Mais quand on a tous joué le jeu,
Aujourd'hui, on a Patrice Motsepe, ben on doit faire avec, et puis on doit pouvoir, à mon sens, maintenant l'accompagner. Puisque tous, on a voulu qu'il soit président, il serait de notre devoir de l'accompagner. C'est clair. Alors, la configuration actuelle même, justement, donc, du comité exécutif laisse présager une forte présence et influence de la FIFA dans l'instance de décision. Déjà, parlons donc de la nomination de ces 5 vice-présidents. Comment comprendre qu'au lieu de 3 vice-présidents, on en arrive à 5? Mais c'est pour contenter tout le monde. C'est pour contenter tout le monde parce que là, aujourd'hui, Senghor, il annule sa candidature au profit de Motsepe pour occuper le poste de vice-président. Ouais. Il est d'ailleurs le premier vice-président. Ensuite, Ahmed Yahya, il annule sa candidature au profit de Motsepe pour être deuxième vice-président. J'ai parlé de partage de l'Afrique. Voilà. Et tous ces gens qui ont été nommés vice-présidents, ce sont des pays stratégiques au niveau de la CAF. Donc tu as le Maroc, tu as le Sénégal, tu as la Mauritanie, aujourd'hui par la qualité du président de la Fédération mauritanienne de football. Donc, en un mot, c'est comme je l'ai dit, c'est ceux qui ont accepté tout de suite le deal. Les deals. Voilà. Il faut les récompenser. Alors, on passe justement donc à 5 vice-présidents alors qu'on se plaint d'une certaine lourdeur financière. La CAF est pratiquement en manque de moyens et on passe à 5 vice-présidents. Est-ce qu'on arrive à comprendre ce principe? Ben, écoutez, tout est dans le deal. Dans ce protocole-là, on va tourner sur tous les points. Tout ça, je pense que ça rentre dans le même deal. Et malheureusement, la CAF a déjà un déficit de plus de 10 millions de dollars dans ses propres ressources. Et donc, c'est un gap de 10 millions de dollars à redresser et à ajouter tous ces présidents pour contenter tout le monde, afin que les uns et les autres se taisent, qu'on partage bien le gâteau pour aller véritablement, comme Infantino l'a appelé, l'unité de l'Afrique. Bon, même au niveau des États, on n'est pas parvenu à gagner notre unité. L'Union africaine, ça ne marche pas trop bien. Je ne sais pas si c'est au niveau du football que ça pourrait marcher. Moi, ce dont j'ai peur dans ce partage de gâteau, et sur lequel je voulais mettre le doigt, c'est l'absence de Jacques Anouma. Quand je regarde tous ces postes où Jacques Anouma, qui a été celui-là, le président a pu dire, attention, c'est un accord de principe, quand on devait retourner sur nos bases pour avoir les derniers mots, peut-être que ça ne lui a pas plu, donc ils ne lui ont pas donné le poste. Est-ce qu'au-delà de ça... On lui proposait le poste de conseiller. Voilà, est-ce qu'au-delà de ça, il ne faut pas craindre pour la Côte d'Ivoire? Parce que tout ce partage-là, on se rend bien que la Côte d'Ivoire n'a pas été aussi de la partie. Moi, c'est ma véritable crainte. Sinon, ils peuvent partager le gâteau comme ils veulent. Oui. Mais j'aurais souhaité qu'on attribue un poste à Jacques Anouma. Le fait de ne pas lui attribuer un poste, franchement, moi, ça m'inquiète. D'abord, est-ce que cela ne lui a pas été proposé en réalité? Jacques, je ne crois pas. Le fait est que Jacques était craint par Gianni Infantino. Oui. Et donc, il savait que s'ils allaient dans une compétition loyale, Jacques avait de très fortes chances de gagner. Donc, il a parce que c'est quelqu'un du sérail. Mais ce sont des menaces voilées qui ont fait reculer Jacques Anouma. Mais lui, en parlant de poste de conseiller, je dis, ce n'est pas... C'est un strapotin. Mais ça n'a pas encore été défini dans les partages. Digne de Jacques Anouma. Ce n'est pas un poste digne de Jacques Anouma. Alors, comme on dit, un homme, quand il dit non, quand il refuse, il dit non. Voilà. Tu dis non et tu viens t'asseoir. Parce que ça, c'est pratiquement ridiculiser l'homme. Et il l'a accepté. L'homme pour qui nous avons beaucoup de respect. Il a certainement pensé à la Côte d'Ivoire en disant, bon, déjà que la première élection de Ahmad Ahmad, la Côte d'Ivoire n'a pas voté pour Ahmad Ahmad. Oui. Et du coup, ça a énervé Infantino qui a manifesté vaillamment. Et aujourd'hui, si Jacques refusait de s'allier au partage de postes, peut-être que la Côte d'Ivoire aurait été sanctionnée autrement. On ne sait jamais avec ces gens-là. Pour l'instant, il est silencieux, il n'a encore rien dit. C'est tout comme. On lui a encore rien proposé. C'est tout comme. Il lui a rien proposé. Et donc, pour moi, il y a de fortes chances que, on subisse des représailles. Parce que déjà, ici, on est sous le joug de la normalisation. Oui. Jacques Anouma manifeste son mécontentement par rapport à l'attitude, par rapport au contenu du protocole d'accord.
On partage tout le gâteau, il n'apparaît pas, il n'apparaît nulle part. Pour l'instant? Ben, justement, les postes clés, on lui avait proposé le poste de tout ce dont les gens parlaient, de conseiller spécial. Mais là, aujourd'hui, qu'on partage de 3 vice-présidents à 5, quelqu'un qui a été candidat, pour moi, si on parle de 5 vice-présidents, il devait être le 4e ou le 5e vice-président. Donc si on parle de lui comme un conseiller, après 5 vice-présidents, après toutes les autres nominations, c'est qu'on n'en veut plus. On devra craindre concrètement, justement. Moi, j'ai peur. Non, moi je pense que si Mme Mariam Dao Gabala avait été à la tête du comité de normalisation avant le 12 novembre, c'est-à-dire avant l'ouverture des candidatures, sa candidature aurait pu être suscitée et elle serait aujourd'hui au comité exécutif de la CAF. C'est ce que, c'est ce que je pense, oui. C'est ce que je pense. Je pense que ça aurait... Parce que ce n'est pas le nombre de vice-présidents qui me gêne en tant que tel, parce que quand même, statutairement, il y a 23 membres au niveau du comité exécutif de la CAF. Donc, il y a 5 vice-présidents, ça ne me gêne pas. Mais c'est la composition de ce bureau-là qui m'intrigue. D'abord, tous ceux qui ont participé au protocole de Rabat, aux décisions de Rabat, ont été récompensés, hormis Jacques Anoma, qui a hérité d'un strapotin. Voilà. Et donc, Patrice Motsepe, président, Augustin Senghor, premier vice-président, Ahmed Yahya, deuxième vice-président, Fouji Lekia, le président de la Fédération royale marocaine, a été élu en tant que représentant africain au Conseil de la FIFA. L'Égypte également au Conseil de la FIFA, parce que c'est le Maroc et l'Égypte qui étaient un peu les superviseurs de ces discussions de Rabat. Et tous ceux-là, ils ont été récompensés. Et puis, surtout, celui qui était dans les coulisses et qui tirait les ficelles, c'était le représentant du président de la FIFA, M. Véron Mosengo, qui a été bombardé, secrétaire général de la CAF, alors que précédemment, il était directeur des associations membres au niveau de la FIFA. Donc, toutes ces personnes qui étaient au Maroc ont été récompensées, en dehors de Jacques Anoma, qui a hérité, comme on l'a dit, d'un strapotin. Et, monsieur, j'ai été une fois de plus, lors de cette, tout juste après l'AG, la conférence de presse, j'ai été frappé par quelque chose. J'ai eu l'impression que M. Motsepe ne connaissait même pas le nom de Jacques Anoma. Il arrivait facilement à dire Augustin Senghor, il arrivait à dire Yaya, mais Jacques Anoma, il dit my advisor. My advisor. Parce que, apparemment, le nom, il n'est même pas... C'est pourquoi j'ai dit, je suis d'accord avec Charles, quand il dit qu'il n'y a pas eu de consensus. Il ne peut pas avoir de consensus sans que des personnes qui sont en concurrence se rencontrent et échangent réellement. Mais après, donc, il y a eu la prise de parole de Jacques Anoma. Oui, qui dit mais effectivement qu'il y a eu le consensus. À Rabat, c'est clair, à Rabat, comme moi je le dis, à Rabat, toutes ces personnes-là, on leur a fait des offres qu'elles ne pouvaient pas refuser. On leur a fait des offres qu'elles ne pouvaient pas refuser. Et vous savez ce que cela signifie, c'est clair. Et donc, on ne va pas épiloguer plus longtemps. Toutes ces personnes-là, les choix, les décisions qui ont été prises sont allées au-delà même de la personne de ces dirigeants du football africain. Les États se sont impliqués au plus haut niveau. Et vous savez, il y a des personnes à qui on ne dit pas non dans la vie. Et donc, quand ces personnes-là sont consultées et qu'elles te donnent des instructions, tu ne peux pas aller contre ces instructions-là. C'est ce qui s'est passé à Rabat et nous sommes dans ce cas de figure aujourd'hui. Donc, monsieur, comme on appelle, Jacques Anoma, il est le dindon de la face, je pense, parce que, comme je l'ai dit ici, il aurait pu être coopté. La preuve, le président mauritanien a été coopté. Voilà. Est-ce que la Côte d'Ivoire devra craindre si Jacques Anoma n'est pas coopté dans ce comité? Bon, déjà, il faut 2 membres cooptés. Ahmed Yahya a été coopté déjà. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest au niveau, oui, mais bon, Ahmed, il faut 2 membres cooptés. Et le président doit coopter 2 membres. Il a déjà coopté Ahmed Yahya. Donc, il reste 1 membre. Ça m'étonnerait que ça soit Jacques Anoma. Parce que si c'était Jacques Anoma, il n'aurait pas dit my advisor. Il n'aurait pas dit cela. Je pense que dans son esprit, Jacques Anoma est son conseiller, comme cela a été convenu à Rabat. Donc, même si cela n'a pas encore été officialisé, mais c'est désormais clair et net
Jacques Anouma, aujourd'hui, il est considéré comme le conseiller de M. Patrice Motsepe, parce que M. Patrice Motsepe lui-même l'a dit, M. Jacques Anouma est son advisor, c'est-à-dire son conseiller. Donc, on ne peut plus revenir dessus. C'est dommage. Quand vous regardez la composition, les 5 vice-présidents, vous avez le président de la fédération camerounaise, dont l'élection a été annulée par la FIFA, Seydou Bombo Njoya, qui est le 4e vice-président et qui est un homme de Gianni Infantino, et donc il reçoit là une récompense. Vous avez également la 5e vice-présidente, Kanizat Ibrahim. Kanizat Ibrahim, elle est là en tant que membre féminin. Elle a eu à battre l'idée insécurée du Burundi. Donc, elle est des Comores. Voilà, c'est une Comorienne et elle est la présidente du comité de normalisation comment on appelle, de la fédération comorienne. Je comprends mieux votre argumentaire. Ah, mais oui, donc je vous dis, ce sont les hommes de Gianni Infantino et Mme Gabala. Si elle avait été là avant le 12 novembre, je suis sûr que M. Infantino l'aurait placé dans ce comité exécutif. Parce que voici 2 dirigeants qui sont à la tête du comité de transition en Afrique et que M. Infantino a fait placer au sein du comité exécutif de la CAF. Justement, le propos de Magloire me conforte dans ma façon de voir les choses. Et ça fait réfléchir. J'ai peur même pour les éléphants. J'ai peur pour tout ce qui va venir demain. Parce que le comportement de Jacques Anouma qui, dans une certaine mesure, a défié, a dénoncé ce protocole-là, pourrait jouer en notre défaveur. Quand on sait que déjà Infantino et autres là n'aiment pas avoir de l'opposition en phase 2, avec ce qui se passe en Côte d'Ivoire ici, déjà nos différents problèmes, moi j'ai peur pour le football ivoirien. On pourrait s'attendre à une chasse. Sincèrement, j'ai peur du football ivoirien. J'espère que les acteurs du football ivoirien, tous les présidents vont comprendre qu'il serait temps qu'ils s'asseyent véritablement avec Mme Gabala, qu'ils parlent vraiment d'une seule voix de l'avenir du football ivoirien. Sinon, ce comité exécutif de la CAF que nous voyons là est capable de travailler contre le football ivoirien. Ça, j'en suis persuadé. Alors, monsieur, est-ce que justement, on peut s'attendre à ce que Motsepe, l'homme providentiel finalement, donc de notre football africain, se révolte en cours de chemin? Se révolter, comment? Je ne comprends pas. Par rapport justement, donc, on dira ceux qui l'ont installé, parce que c'est aussi cela. C'est la FIFA qui l'a installé, mais est-ce que, justement, il pourrait rester toujours à exécuter les décisions qui viendraient donc, ou qui émaneraient de la FIFA? Oui, absolument. Et c'est pour ça qu'on parle de marionnettes. Le mot n'est pas fort. Parce que quand vous avez été placé là pour un objectif, forcément, vous exécutez les ordres. Maintenant, est-ce qu'il peut se révolter? C'est la question. Est-ce qu'il peut se révolter? D'abord, tout ce qu'on lui demande, c'est de faire en sorte que la notoriété de la CAF soit rétablie. Une confédération frappée par un déficit énorme d'argent. On parle de 10 millions de dollars annuels. Il faut s'atteler à renflouer les caisses de la fédération. Il faut que la confédération soit indépendante. Il faut rétablir les droits TV. Il faut faire en sorte que le sponsoring revienne. Il faut que la CAF soit véritablement autonome. Ouais. Qu'on ne vienne pas nous faire miroiter la construction des stades, et machin, ceci, cela. Tout ça, c'est du pipeau. Tant que la CAF n'est pas autonome financièrement, Motsepe, tout milliardaire qu'il est, ne prendra pas ses milliards pour venir diriger la CAF. Hein. Et donc, s'il réussit à renflouer les caisses de la confédération, s'il réussit à faire gagner de l'argent à la fédération pour que les compétitions se déroulent de façon autonome sans l'apport de la FIFA, de la mère FIFA, eh bien, on peut s'attendre à une petite indépendance. On pourra s'attendre à une petite indépendance. Justement, donc, parce qu'il a dit souhaiter 2 assemblées générales par an, mais aussi il a souhaité visiter chaque président de fédération, on dira donc au niveau des différents pays africains. Est-ce que ce n'est pas une nouvelle page quand même qui s'ouvre pour le foot africain? Dans tous les cas, c'est forcément une nouvelle page. C'est une autre personnalité. C'est cela. Donc il aura son approche à lui. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que lorsqu'on te donne des yeux, c'est parce qu'on veut que tu regardes là où on veut que tu regardes. Voilà, donc ça veut simplement dire que Motsepe regardera
dans le sens d'Infantino dans une certaine mesure. Maintenant, sur le terrain, certainement, avec les comportements des uns et des autres, avec la réalité, parce que lui-même, en réalité, ce n'est pas un homme de sérail. Donc, il ne maîtrise pas la gestion d'une fédération, à plus forte raison d'une confédération. Donc, certainement, sur le terrain, il sera face à certaines réalités qui vont certainement l'emmener à avoir une autre attitude, peut-être une attitude de défiance, comme ce fut le cas avec Ahmad Ahmad, qui, dans une certaine mesure, au début, a accédé aux injonctions d'Infantino et qui, chemin faisant, s'est rendu compte que, voilà, on ne pouvait pas tout accepter. C'est fort possible. Donc, sur le terrain, je suis convaincu que Patrice Motsepe pourra peut-être se faire valoir en réalité. Maintenant, la première des choses qu'on lui demande aujourd'hui, comme elle l'a si bien souligné, c'est d'abord de redorer le blason, point de vue éthique du football africain. Ça, c'est très important, parce qu'on a trop parlé de scandales, de mauvais comportements, de mauvaise gestion, de la bonne gouvernance qui est devenue la mauvaise gouvernance. On a même vidé la substance de la commission de la gouvernance de tout son sens. Donc c'est tout ça, à mon sens, voilà d'abord qu'ils rétablissent. S'il est parvenu à rétablir cela, après on le verra sur le terrain, sur toutes les autres questions. De toute façon, je suis convaincu qu'il y aura des questions sur lesquelles il fera, les uns les autres feront front face au comité exécutif. Ouais, parce que notamment la question de la CAN tous les 2 ans. À tous les coups, il va trouver des adversaires face à lui. Et c'est une question qui va forcément faire surface et refaire surface à tout moment. Est-ce que le COSAFA et donc l'Afrique du Sud pourraient accepter de se faire dicter les choses, on dira, pendant longtemps? Oui, Samuel, je voudrais d'abord rectifier un de mes propos que j'ai eu à tenir tout à l'heure. Ce n'est pas plutôt Mme Lydia Nsekere que Kanizat Ibrahim a eu à battre. Lydia Nsekere était plutôt candidate au poste au niveau de la FIFA. Elle a été battue par Isha Johansen, la présidente de la fédération sierra-léonaise, qui a aussi une pro-Infantino. Donc, c'est tout comme. Donc, c'était un peu pour rectifier cela parce que nous sommes regardés un peu partout dans le monde. Il ne faudrait pas qu'on pense que ce sont des ignorants qui sont en train de faire cette émission. Ceci dit, Samuel, si vous vous souvenez bien, en février 2020, le président Infantino avait tenu un discours qui a énervé tous les Africains du monde du football. C'était, je crois, au Maroc. Oui. Il avait tenu un discours où il avait justement évoqué cette idée de faire passer la périodicité de la CAN à 4 ans, à une périodicité de 4 ans. Il avait également proposé une ligue, une super ligue africaine de 20 clubs, mais richement dotés. Il avait également proposé de doter les pays africains de stades comment on appelle, de dernière génération. Il avait promis la construction de 12 stades de dernière génération à l'image du stade de Bempé et de celui de Japoma au Cameroun. Je pense que tous ces éléments-là, il a dû un peu convaincre les différents chefs d'État avec ça. On verra. Et aussi, il a promis aussi beaucoup d'argent aux associations nationales, les fédérations africaines. Et donc, ce plan-là, les Africains l'avaient dénoncé parce qu'ils avaient trouvé qu'il se mêlait un peu trop de la gestion du football africain. Mais ce plan, regardez, je pense que la présence de M. Véron Mosengo au secrétariat général de la CAF, le secrétariat général n'est rien d'autre que la direction exécutive. Le secrétaire général est celui qui dirige de façon opérationnelle la confédération. Donc, sa présence-là m'amène à dire que ce plan de M. Infantino va se retrouver forcément dans les pattes de M. Motsepe, qui sera amené à le mettre à exécution. Pour le moment, il dit qu'on va jouer la CAN chaque 2 ans. Mais comme il a eu à le dire, on va mener la réflexion. Donc, il ne ferme pas la porte. Et je ne crois pas qu'on pourra échapper à cette périodicité-là, qui est de 4 ans, qui est demandée par M. Infantino. M. Motsepe, à mon avis, s'il doit se révolter, c'est peut-être si Gianni Infantino est battu en 2023 à la présidence de la FIFA. En ce moment, il peut se révolter. Mais s'il essaie des petites velléités d'indépendance ou de révolte, il sera maté
il sera maté parce que, n'oubliez pas, une des personnalités qui ont fait tomber le président Hamad, c'est l'ancien secrétaire général, le défunt égyptien, qui était secrétaire général et qui a eu à déposer un dossier contre Hamad au niveau de la FIFA. Dossier dont la FIFA s'est servi pour sanctionner, pour suspendre le président Hamad. Oui. Donc aujourd'hui, si vous voulez, le président Motsepe, sa gouvernance-là, elle est dans les mains de M. Véron Bosengo, donc dans les mains de M. Gianni Infantino. Il ne pourra pas se révolter. Il va s'exécuter et il va exécuter le plan d'Infantino pour l'Afrique. C'est vraiment cela la question. On est tenté de la poser encore une fois. Est-ce que finalement Motsepe, à la tête du foot africain, est-ce que ce foot-là a un bel avenir devant lui? Oui, bien entendu. De toute façon, rien n'est irréversible aujourd'hui. On va de l'avant. À tous les coups, on va de l'avant. Et donc, on va certainement noter des points positifs dans ce qu'il fera demain. Sinon, durant les 4 prochaines années. Pour moi, je crois qu'il peut apporter, dans une certaine mesure, un certain nombre de changements. Hamad a apporté un certain nombre de réformes, bon, pour lesquelles on n'est pas allé jusqu'au bout. Certainement qu'il va continuer. Mais je suis convaincu que Motsepe va rencontrer des difficultés avec Infantino. Je suis convaincu de cela. Je suis convaincu que tout le programme dont vient de parler Magloire Diop, qu'il s'agisse de tout ce qu'Infantino a proposé au symposium du Maroc, ne trouvera pas l'assentiment de tous les pays africains. Je suis convaincu de cela. Parce qu'il y a aussi des sommités quand même du football africain qui se sont aussi élevés. Là, on a vu tout dernièrement, je crois que c'est hier ou avant-hier, les Moustapha Hadji et autres là, qui sont restés toujours droits dans leurs bottes concernant la CAN à tous les 4 ans. Donc je suis convaincu que dans une certaine mesure, tout ne passera pas. Certaines choses passeront, mais tout ne passera pas. Maintenant, on verra, chemin faisant, ce qu'il va faire. Mais pour l'instant, tel qu'on voit son club aussi dirigé de façon professionnelle, je souhaite qu'après avoir plus ou moins redoré le blason financier et organisationnel de la CAF, qu'il fasse en sorte qu'on professionnalise aujourd'hui le football, parce qu'il est bien businessman. Il pourrait apporter ce brin d'intelligence-là au niveau de la CAF pour que le foot africain devienne ce foot business-là qu'il prône, qu'il a même prôné lors de sa conférence à Johannesburg. Pour ça, moi, je suis convaincu que s'il apporte ne serait-ce que ce plus-là, on pourrait faire avec et puis avancer. Mais c'est faire du surplace qui ne serait pas une bonne chose pour moi. Donc, on verra ce que ça va donner. Dans les 4 ans, moi, je suis convaincu qu'il apportera forcément quelque chose de beaucoup plus intéressant. Pourquoi? Parce que lui aussi, il n'a pas été jusque-là entaché quand même de quelques de reproches, de scandales, tout et tout. Pour l'instant, il est blanc comme neige. Donc, on peut lui accorder ce crédit-là, même s'il a été installé un homme d'affaires averti, en tout cas, oui. Mais je pense qu'à un moment donné, il va prendre lui-même les rênes des choses, il va conduire comme il se doit cette confédération. Alors, le président de la fédération marocaine, Fawzi Ledja, a dit, il est impératif aujourd'hui d'améliorer les ressources et diminuer les dépenses. C'est son discours. Est-ce qu'on pense finalement que Motsepe est l'homme qui pourra sauver les finances de la CAF? Oui, a priori, il part avec des préjugés favorables puisqu'il est un homme d'affaires prospère. Le problème, c'est que est-ce qu'il pourra gérer d'ailleurs son club, le Mamelodi Sundowns, il ne le gère pas au quotidien. Il a délégué des pouvoirs là-bas. Ce n'est pas comme en Guinée où Antonio Soare au quotidien au chevet de son club, comme Moïse Katumbi est au chevet de son club régulièrement. Ce n'est pas comme ça. Et je suis sûr que ça ne sera pas comme ça. C'est pour ça que quand on parle de Véron Bosengo, on dit que la confédération est dans les mains de la FIFA. De la FIFA, carrément. Voilà. Mais comme c'est un homme d'affaires, on peut penser que il va gagner son pari de renflouer les caisses de la fédération parce qu'on dit que la fédération a des déficits de 11 milliards de dollars. Ça fait beaucoup d'argent. Et donc, il faudra qu'il fasse appel à son intelligence, comme il sait le faire, pour que la CAF soit indépendante, que la CAF renfloue ses caisses. Mais quand vous prenez des gens comme ça, 5 vice-présidents, il faut les payer. C'est pas, je veux dire, ce n'est pas en termes de salaire, mais il faut les désintéresser dans tous les cas. Il faut les désintéresser. Et ça,
ce sont des postes budgétaires, ce sont des postes budgétaires qui font dépenser l'argent pour rien. Ouais. Ici, on aime le luxe, on aime les grands hôtels, les palaces, les avions, etc., etc. Tout ça, ça fait que les fonds qui sont destinés à réorganiser le football africain, à faire gagner le football africain en confiance, tous ces fonds-là sont dilapidés par des inutilités, dans du matu-vu. Et c'est ça qui fait mal. C'est ça qui fait mal. Et donc, on peut penser que Motsepe, pour le fait qu'il soit homme d'affaires averti et tout, peut l'aider. Il a dit qu'il va intéresser désormais les milliardaires, ses camarades milliardaires africains, à s'intéresser davantage au football. Donc, wow. On va attendre pour voir. On attend tous pour voir, hein, mais en tout cas, c'est carrément ce profil-là qui plaît dans sa faveur, ce profil d'homme d'affaires averti qui nous permet de dire, et tout le monde d'ailleurs en parle, est-ce que finalement, ce n'est pas l'homme qui pourra sauver la situation financière donc, de la CAF, malgré cette importante ingérence donc, de la FIFA, selon vous? Oui, Issa Hayatou n'était pas milliardaire comme Patrice Motsepe. Il a été un bon président pour la CAF. Donc, je pense que, d'abord, M. Motsepe a dit que la première des choses, c'est l'unité des enfants de l'Afrique, de la jeunesse africaine à travers le football. L'unité de l'Afrique à travers le football. Mais cette unité-là, elle passe par la transparence et elle passe par la justice. Mais tel que c'est parti, je pense que le protocole de Rabat a mal lancé cette unité-là, puisqu'il y a des personnes déjà lésées et ça grogne déjà au niveau de la CAF. J'espère qu'il va pouvoir, comme on appelle, penser les petites blessures qui sont nées de cette élection-là. Ça, c'est très important, parce que sans unité, il ne pourra rien faire. Maintenant, il a dit 95% de son travail aux affaires du football et puis 5% au business. Et je pense que les 5% réservés au business, c'est sur ça qu'il va beaucoup s'investir. Pour les autres aspects, il va s'appuyer sur ses collaborateurs. Mais pour les 5% de business, M. Motsepe a l'obligation de réussir et de renflouer les caisses de la CAF. S'il ne le fait pas, ça sera le véritable échec pour lui, parce que c'est là qu'on l'attend. M. Hayatou avait eu cette idée-là de signer un contrat qui avait renfloué les caisses de la CAF. Et dès que le président Ahmad est arrivé, il a rompu de façon unilatérale ce contrat-là qui a vidé les caisses de la CAF. Et pour cela, il a fait confiance au président Infantino qui devait l'aider à trouver d'autres partenaires. Ça n'a pas été le cas. J'espère que M. Motsepe pourra trouver ces ressources-là, comme ça avait pu être le cas sous le président Hayatou, les ressources étaient croissantes, donc pourra vraiment trouver ces ressources financières. Tous les candidats en ont parlé, M. Jacques Anouma en a parlé ici au plateau quand il présentait son programme. J'espère qu'il va réussir ce pari-là. Ce n'est pas parce qu'il est milliardaire que je l'espère, mais je pense que c'est la plus grosse attente pour ce qui le concerne. Et il doit véritablement s'investir pour que la CAF soit une institution riche. Mais pour cela, il doit compter sur lui-même et le travail de ses collaborateurs. S'il compte sur le président Infantino, il va se planter. Alors, la chose qui dérange vraiment, c'est vrai que c'est la première fois qu'un anglophone occupe donc, la tête de la CAF. C'est aussi la première fois, selon Moïse Katumbi, qu'un président de club occupe donc la tête de la CAF. Mais ce qui surprend, c'est de voir un Suisse, donc secrétaire général de la CAF, même si ce Suisse est d'origine africaine, pour parler de Mosengo. Écoutez, on aura tout vu dans ce protocole d'accord élaboré au Maroc. On aura sincèrement tout vu. Mais que voulez-vous? C'est un Africain. Dire le présenter aujourd'hui comme un Suisse, le dire sur le plateau. C'est bien sa nationalité. Bon, on dira demain qu'on est xénophobe ou bien qu'on ne le reconnaît pas comme Africain. Bon, moi, je ne veux pas trop rentrer dans ces détails. Il faut rentrer dedans. Je ne veux pas rentrer dedans parce que pour moi, c'est un Africain. Hein, on veut, on ne veut pas, c'est un Africain. Même si la nationalité suisse, c'est un Africain. Qui est Véron, qui est notre secrétaire général. C'est un fait. Ah, vous l'acceptez donc? Oui, c'est un fait, c'est un Africain. Et voilà, même si le passeport suisse, c'est un Africain. Maintenant, est-ce que les tests de la Confédération... C'est ça la grande question. C'est cela. Apprenons, à mon avis, à respecter nos tests.
Est-ce que les thèses disent qu'il faut obligatoirement être africain pour être secrétaire général de la CAF? Mais ça paraît aberrant. Bon, mais non, moi je vois pas pour moi, ce n'est pas un problème. Si le président de la Confédération africaine de football est un Africain et que lui, il pense que son secrétaire général doit être un Français ou doit être un Américain et que pour cela, que c'est avec lui qu'il va donner tous les résultats que le peuple africain, footballistiquement parlant, attend, mais moi, ça ne me gêne pas tant que les tests ne sont pas explicites là-dessus. Moi, je n'ai pas de problème avec. Seulement, ce pourquoi on l'a élu, il doit pouvoir faire ce travail-là, même s'il fait appel à d'autres compétences. Dans tous nos pays africains, même au niveau des États, il y a toujours des coopérants à tout ce monde-là. On est habitué à ça ici. On parle de coopérants, là, oui, on parle de fonctionnaires pleins, qui, justement, donc, sera à plein temps, alors que derrière, on pourrait avoir un président qui ne sera pas toujours là. Finalement, c'est Véron qui va diriger. C'est pour ça que nous disons que la CAF sera dirigée par la FIFA. Point barre. Écoutez, ça, ce sont nos commentaires. Véron Mosengo, tout le monde le sait et c'est connu de tous que c'est l'homme de main de Gianni Infantino. Non, la question des nationalités. Non, la nationalité, je m'en fous. Voilà, il faut dire ce qui est. C'est l'homme de main de Gianni Infantino qui vient s'asseoir au cœur de la Confédération africaine de football. Le secrétariat, c'est un poste éminemment stratégique. Mais celui que nous avons élu, là, celui que nous avons voté, c'est Patrice Motsepe. Il dit, je vous donne Patrice Motsepe comme président et puis j'installe Véron Mosengo. C'est clair. À partir de là, toutes les actions de la CAF seront contrôlées par la FIFA. Véron, finalement, ne va pas, il va agir un peu comme Samoura. Non, mais mon problème avec cette question. Oui. C'est laquelle? Est-ce la faute de Véron ou d'Infantino? Non, ce n'est ni Infantino ni Véron. Ce sont les Africains. Ce sont les 54 fédérations africaines qui ont accepté que Véron soit secrétaire général. Ça, au moins, ayons le toupet de le dire. Ce sont les 54 fédérations, aucune des fédérations au Maroc n'a trouvé un scandale. Ça scandaleux. Ouais. Personne n'a souligné ce fait-là. Donc, laissons-le travailler. Donc, parce que nous observons, nous prenons des critiques, c'est vrai. Mais les premiers concernés, ça n'offusque pas. Ils sont contents d'avoir un Suisse d'origine africaine comme secrétaire général. Donc, laissons-les faire. Véron, finalement, donc, aura sensiblement, on dira, donc, le même travail que Fatma Samoura. Oui, ça, on peut le dire. C'est un peu cela qu'il est venu faire. On peut le dire, mais Véron, il vient un peu comme un cheval de Troie au niveau de la CAF. Ce n'est pas les 54 fédérations africaines qui l'ont élu pour qu'il soit secrétaire général de la CAF. Il a été nommé par le président Patrice Motsepe de façon conformément au statut, donc tout le monde se plie au texte. Cela ne veut pas dire que sa nomination fait plaisir, loin de là. Mais on s'incline parce qu'on a élu un président qui avait le droit de nommer un secrétaire général et son choix s'est porté sur Patrice Motsepe. Donc, même si on n'est pas content, on est obligé d'accepter ce choix-là. C'est un peu ce qu'il dit, Dagoucha. Voilà, mais l'essentiel, c'est, comme on appelle, qu'il fasse bien le travail pour lequel il est là. Mais moi, je pense que, comme vous l'avez si bien souligné, Mme Fatma Samoura a dirigé la CAF de fait pendant 6 mois. Elle a eu à élaborer un plan qui a été, comme on a interrompu par le président Ahmad. Je pense que M. Véron va réactiver ce plan-là. Il va réactiver toutes les procédures que Mme Fatma Samoura entendait mettre en place et donc que le président Infantino entendait mettre en place au niveau de la Confédération africaine de football. Mais le travail qui sera surtout fait, ça sera un travail qui consistera à contrôler les 54 fédérations africaines qui votent au niveau du congrès de la FIFA, parce que les élections auront lieu en 2023. Tout ce travail de M. Véron n'aurait aucun sens si M. Infantino était battu en 2023. Et quand tu l'as fait il fera tout pour que les fédérations africaines soient à la disposition de M. Infantino. Toutes les personnes qui vont s'opposer à lui, ces personnes-là, nous connaissons les méthodes de M. Infantino et de M. Véron Mosengo. Ah ouais. Alors, nous savons à quoi nous finalement, on peut le dire, hein, ce deal de la CAN tous les 4 ans peut être conclu.
Avec un Vérone assez fort dans l'instance. Moi, je ne le souhaite pas. Je ne veux même pas qu'on arrive à une CAN tous les 4 ans. Mais mieux même, je ne veux même pas qu'on change même la périodicité même je veux dire, des CAN. C'est-à-dire qu'en été ou en hiver, toutes ces questions sont posées. Parce qu'il y avait ça aussi qu'Issa avait réussi. Oui. Donc vraiment, c'est tout un tout. Hein. Et donc, j'espère seulement qu'on ne va pas arriver là et qu'on va garder vraiment notre spécificité de cette CAN-là qui est tous les 2 ans. J'espère que les présidents des fédérations feront tout ce qu'il faut pour qu'on garde notre CAN tous les 2 ans. On espère justement qu'ils feront tout ce qu'il faut pour qu'on garde donc la CAN tous les 2 ans. C'est ici donc qu'on s'arrête pour ce soir. Merci beaucoup, messieurs. En tout cas, les espoirs sont encore vifs et on attend tous de voir ce que Patrice Motsepe va produire à la tête donc de la CAF pour sauver le football africain. 3e mi-temps pour aujourd'hui, c'est terminé. Merci beaucoup à tous ceux qui ont pris la peine de nous suivre et encore une fois, sincères condoléances à tous ces Ivoiriens qui pleurent, le Premier ministre, son Excellence Ahmed Bakayoko, et qui sont d'ailleurs mobilisés au stade olympique d'Ebimpe. Encore une fois, Yako à tous et on se dit à très vite pour un autre numéro de 3e mi-temps.